Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'accompagnement de mise en place de la DSN. Alors on va peut-être commencer par se présenter. Didier, je te laisse la parole. Bonjour, merci Virginie, Didier Kuhn du groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, plus connu sous le nom du site que nous poussons qui s'appelle Net Entreprise et en charge sur le plan national de l'évangélisation de la déclaration sociale nominative. Merci Didier. Sophie, je te laisse la parole également. Bonjour, Sophie Caillot, je travaille avec Didier au JPMDS, son petit nom, et donc ravie de pouvoir vous présenter, vous accompagner notamment sur les réponses aux questions, parce que vous verrez que vous avez un onglet questions, vous pouvez poser vos questions et je vous répondrai par écrit avec d'autres collègues qui sont ici en back-office. Merci Sophie. Et Antoine? Bonjour à tous, je m'appelle donc Antoine Rochepeau, je suis en charge de l'accompagnement employeur pour la caisse primaire de Maine-et-Loire au sein d'une équipe dédiée. Et cet accompagnement concerne toutes les démarches liées aux accidents de travail et arrêts de travail. Merci Antoine. Et en ce qui me concerne, donc Virginie Orduro-Tixador, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire et animatrice du comité régional Net Entreprise pour la région Pays de la Loire. Donc un grand merci d'être encore si nombreux à cette 3e édition de mise en place et d'accompagnement de webinaires pour la DSN. Alors comment va se dérouler cette session? Alors une première partie plutôt de présentation d'un diaporama que vous pourrez par ailleurs télécharger en cliquant sur le petit nuage. Et puis un petit témoignage sous forme de vidéo, bien entendu. Et enfin, nous aurons un temps consacré pour vous apporter des réponses aux questions que vous avez la possibilité de poser dans la petite zone prévue à cet effet. Alors, je remercie par ailleurs mes collègues de la Caisse de dépôt de consignation, de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'URSSAF, justement de pouvoir répondre à vos questions et aussi Net Entreprise. Alors, toujours dans la mesure du possible, si toutefois il y a des questions qui nécessitent un certain nombre de recherches, nous reviendrons vers vous par ailleurs. Pas d'inquiétude, si toutefois il y a une petite difficulté technique, le webinaire, vous pourrez donc le voir à l'issue de la présentation. Vous pourrez toujours cliquer sur ce lien, bien entendu, pour pouvoir bénéficier des éléments ultérieurement. Eh bien, nous allons pouvoir débuter la présentation. Alors voilà, juste des petits rappels techniques. Si vous avez des difficultés de son ou de vidéo, donc des petits conseils. On vous rappelle que la présentation aura une durée d'environ 1 heure, 1h15. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner et vous apporter des éléments de réponse. Nous avons des experts à nos côtés. Le support, toujours bien entendu téléchargeable sur le petit nuage. Et puis, bien entendu, vous pourrez retrouver la synthèse de toutes les questions et réponses qui ont pu être posées au cours de ces rencontres extra directement sur le site Net Entreprise. Alors, au niveau donc de l'ordre du jour, préparer la DSN. Alors, il est vrai que vous êtes peut-être à des niveaux plus ou moins avancés de mise en place de la DSN. L'objectif, c'est de vous rappeler tout simplement les grands principes de mise en place et puis vous donner aussi des conseils, vous montrer tout simplement comment ça se passe concrètement à travers des copies d'écran, un témoignage et on va rentrer aussi pour les personnes qui sont aujourd'hui un petit peu plus avancées sur le sujet, vous faire part toutes les petites particularités qui peuvent se présenter à vous. Donc au niveau de la déclaration sociale nominative, vous rappelez un certain nombre de points d'attention qui nécessite bien entendu une bonne préparation et puis de suivre méthodiquement, on va dire, certains processus en amont. Alors, la déclaration sociale nominative, qu'est-ce que c'est concrètement? À travers la loi Warsmann, de la loi du 22 mars 2012, l'objectif, c'est de simplifier, tout simplement simplifier les déclarations, puisque aujourd'hui, vous avez pu le remarquer au cours de ces dernières années, parfois on avait des informations récurrentes avec des dates différentes, donc qui nécessitaient beaucoup de travail. Donc là, c'est simplifier la démarche. Donc, en une seule démarche, vous pourrez donc générer un fichier qui permettra notamment de déterminer les droits des salariés. Donc, les droits retraite, assurance maladie. Donc là, Antoine pourra reprendre la parole et vous apporter justement des précisions en la matière.
Bien entendu, l'objectif, c'est de recouvrer toutes les cotisations donc applicables aux entreprises et aux établissements publics. Donc, les entreprises du régime général sont entrées en DSN depuis un petit moment maintenant. Et là, vous avez en effet une date butoir, hein, donc au 1er janvier 2022, pour les établissements publics. Bien entendu, en y intégrant également le prélèvement à la source. Alors concrètement, au niveau donc de la fonction publique, hein, quelles déclarations vont être remplacées? Eh bien, on retrouve la DADSU, donc la déclaration automatisée des données sociales unifiées, la DUX au niveau de l'URSSAF, hein, la déclaration unifiée des cotisations sociales, et le PASS, donc transmission des informations relatives au prélèvement à la source. Hein. Le principe, encore une fois, dites-le nous une fois. Alors, au niveau de la mise en place de la DSN, hein, ce projet a été porté par les pouvoirs publics. Un certain nombre d'acteurs y ont contribué. On retrouve bien entendu les éditeurs, les organismes de protection sociale, voilà, les experts comptables et bien d'autres, hein, les mutuelles, pour pouvoir justement s'adapter aux obligations de chacun. Donc, je vous rappelle encore une fois, il y avait en effet des tolérances. Aujourd'hui, nous sommes dans une généralisation de la DSN au 1er janvier 2022. Alors, à travers un petit schéma, l'objectif, c'est de mieux comprendre en effet la mise en place de la DSN avec les dates butoirs. Donc, la DSN, c'est bien une photo, en fait, de l'agent à un moment T, donc une photo qui se déroule à la fin du mois. Donc, à travers ce petit schéma, on peut comprendre que sur la période d'emploi de janvier, eh bien, il a pu se passer un certain nombre d'événements au cours de la vie de l'agent, notamment un arrêt de travail. Eh bien, à la fin du mois, vous allez générer une photo, en tout cas de cet instant, et votre logiciel va générer un fichier que vous allez devoir déposer donc le 5 ou le 15 du mois. C'est obligatoirement une déclaration mensuelle, donc le 5 ou le 15 en fonction de l'effectif de l'organisme. Si toutefois, eh bien, il y a des événements qui arrivent après donc, cette date, eh bien, la DSN embarquera la DSN du mois suivant, embarquera en même temps ces éléments en fait pour pouvoir déposer donc, on va dire le 5 et le 15 mars, les événements qui ont pu avoir lieu courant, voilà, tout simplement après la fin du mois de janvier. Alors, au niveau donc des informations communiquées, eh bien, vous allez voir, vous avez un certain nombre de paramétrages à effectuer. Donc là, on vous invitera aussi à vous rapprocher de votre éditeur. Des informations, bien entendu, liées aux rémunérations perçues, aux primes, aux cotisations, au signalement d'événements. Donc là, on va y revenir un petit peu plus tard. Au prélèvement à la source, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul et même fichier, toutes les informations eh bien, vont être intégrées et pouvoir faire bénéficier tous les organismes compétents. Alors, c'est là où on vous demandera en effet de bien fiabiliser les informations et de travailler en amont pour éviter toute anomalie éventuelle. Alors, au niveau donc, de la DSN, elle répond à une norme. Donc, les rubriques sont réparties tout simplement en blocs. Donc, il existe, à titre informatif, 94 blocs en DSN. Donc, on retrouve aujourd'hui les principaux. Donc, par exemple, le bloc lié à l'entreprise, à l'établissement, à l'individu, au contrat. Et c'est là où c'est vrai que avant de pouvoir générer les premières DSN tests, eh bien, on vous demandera de fiabiliser toutes ces informations puisqu'il faudra être extrêmement prudent justement avant de générer les premiers envois. Alors là, au niveau de l'assurance maladie, justement, je vais laisser la parole à Antoine qui souhaitait vous apporter quelques précisions, notamment voilà, sur les arrêts de travail et autres. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Virginie. Oui, quelques points qu'on voulait porter à votre connaissance. Donc, en ce qui concerne l'assurance maladie, en fait, pour rappel, sont concernés donc les agents contractuels et les titulaires avec un contrat inférieur à 28 heures semaine. Et on vous rappelle que pour chaque événement de type maladie, congé maternité, eh bien, un signalement d'arrêt de travail est obligatoire et il doit être réalisé le plus tôt possible.
Donc, comment on effectue ce signalement d'arrêt de travail? Eh bien, en premier lieu, vous avez possibilité de le faire depuis le compte Net Entreprise, hein, avec le formulaire attestation de salaire, hein, qui est disponible depuis ce compte gratuitement. Ou encore, si votre logiciel le permet, hein, uniquement, vous avez la possibilité de faire un signalement arrêt de travail en DSN qui va remplacer l'attestation de salaire. Hein, donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a deux types de signalements d'événements qui existent en DSN. Hein. Il s'agit de l'événement arrêt de travail ou de la reprise anticipée. Il n'existe pas de signalement pour la prolongation, hein, puisqu'il n'y a pas de déclaration à effectuer en tant qu'employeur en cas de prolongation de l'arrêt de travail. Voilà. Voilà ce qu'on avait à dire pour le moment sur ce sujet-là. Je vais laisser Virginie reprendre la parole peut-être pour la suite. Merci Antoine. Alors merci pour ces précisions. J'en profite également, vous avez des petits sondages qui seront proposés, donc n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet tout simplement de savoir où est-ce que vous en êtes, notamment dans la mise en place de la DSN et si vous avez participé aux premières sessions d'accompagnement. Alors, au niveau donc de la déclaration sociale nominative, nous vous rappelons que la maille déclarative dans la DSN est le SIRET. Donc, normalement, on a un SIRET égale une DSN. Voilà, donc il est préconisé d'utiliser le SIRET responsable de la paye de l'agent, justement, et de surtout vérifier qu'il soit actif auprès de l'URSSAF. Donc là, vous aurez des outils qui vous seront présentés un petit peu plus tard, justement, pour vérifier ces éléments. Alors, dans certains cas, en effet, et je me permets de vous apporter cet élément avec beaucoup de précaution, dans certains cas, le regroupement de SIRET est possible. Voilà, donc s'ils ont la même URSSAF de rattachement et le même taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Donc, ça reste possible, voilà, mais sous certaines conditions. Alors, au niveau donc de la DSN, comme son nom l'indique, en fait, déclaration sociale nominative, hein, la base, eh bien, ça va être le NIR, tout simplement, hein, le numéro de sécurité sociale. Donc, il va falloir vérifier là aussi la fiabilisation de l'information. Donc, vous aurez des outils qui seront mis à votre disposition, des conseils apportés également par la caisse primaire d'assurance maladie pour les démarches à effectuer si toutefois ça n'est pas le cas. Et sachez qu'il y a un numéro technique temporaire donc qui est attribué dans l'attente de disposer donc du NIR de l'agent en question. Vous aurez un certain nombre de liens sur lesquels vous pourrez cliquer. Alors, vous voyez, c'est souligné, c'est un bleu un petit peu différent, qui vous permettront directement d'avoir des petites fiches synthétiques pour déclarer voilà, des types de contrats, donc un service civique, un stagiaire, un travailleur handicapé, un élu, un apprenti. Quoi qu'il en soit, on vous rappelle que dès qu'il y a un changement, il faut impérativement, mais vraiment c'est extrêmement important, déclarer ce changement directement donc dans votre logiciel de paie. Je vais laisser la parole à Antoine pour vous apporter quelques précisions justement sur l'affiliation. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que tu viens de dire, Virginie, on tient vraiment à sensibiliser sur la bonne qualité des données. Il faut savoir que, en premier lieu, l'agent, il doit être à jour de son affiliation au régime général et auprès de sa caisse de rattachement. Donc, par exemple, je suis la commune du Lion d'Angers, mon agent habite Angers, eh bien, il est normalement rattaché à la caisse primaire de Maine-et-Loire. D'accord. S'il habite Château-Gontier, il va dépendre de la caisse de la Mayenne. Donc, il faut vraiment qu'on soit à jour de ce côté-là. Donc, pour s'assurer de la bonne affiliation, on peut consulter l'attestation de droit. Cette attestation, elle est disponible gratuitement sur le compte Amélie, d'accord. Le compte Amélie, je le rappelle, hein, c'est aussi en appli sur smartphone. Alors, par exemple, lors de l'embauche, c'est le bon moment pour s'assurer de la bonne affiliation hein, et d'inciter, si besoin, l'agent à se rapprocher de sa CPAM de rattachement pour faire les démarches nécessaires.
Voilà. Et il faut que les informations renseignées dans le logiciel de paye, donc le nom de famille, le numéro d'immatriculation au répertoire, soient en cohérence avec les informations connues par l'assurance maladie. Alors pour ça, il y a le BIS, le bilan d'identification des salariés, qui est réalisé après chaque dépôt d'une DSN. Donc lui va comparer les données identifiantes du répertoire national donc connu par l'assurance maladie avec les données qui sont renseignées dans le logiciel de paye. Voilà. S'il y a un écart dans ces données, eh ben, ça peut donner lieu à des problèmes d'identification et conduire à des anomalies, voire éventuellement des rejets. Donc, tout écart qui est signalé par ce bilan d'identification doit faire l'objet d'une correction dans le logiciel de paye. Il y a aussi un point sur les blocs changements. En fait, il faut savoir que tout changement de situation dans la vie de l'agent, un changement de contrat par exemple, doit faire l'objet d'un bloc changement qui explique pourquoi d'un mois sur l'autre, entre deux photographies de la DSN, eh bien, on passe d'un numéro de contrat à un autre numéro de contrat. Voilà, avec ce bloc changement, tout s'explique et il n'y a pas de perte d'historique constituée dans les différents mois de la DSN. Voilà. Et enfin, dernier point, en ce qui concerne la date de reprise effective, eh bien, après un arrêt de travail, il est important de renseigner la date de reprise effective dans le logiciel de paye. Pourquoi ? Eh bien, parce que en DSN, il faut savoir que l'attestation à plus de 6 mois, d'arrêt de travail à plus de 6 mois, est générée automatiquement auprès de la caisse primaire de rattachement si l'agent n'a pas repris le travail. D'accord ? Donc, pour éviter des envois à tort, des envois automatiques à tort, eh bien, il est nécessaire de bien renseigner cette date de reprise effective dans le logiciel de paie. Donc, on vous a rappelé la rubrique qui est la référence 21 60 010. Voilà, pour éviter tout envoi à tort. Voilà, je te laisse la parole, Virginie, pour la suite, peut-être. Merci, Antoine. Alors, au niveau donc de la DSN, c'est vrai qu'il y a des étapes importantes préparatoires. Donc, à travers un petit schéma, eh bien mieux comprendre justement quelles actions vous devez mettre en place. Bien entendu, dans un premier temps, déterminer les SIRET qui seront déclarées. Donc, contrôler les SIRET déclarées et lieu de travail. Il faudra bien entendu prendre contact avec votre éditeur pour effectuer les paramétrages nécessaires. Vérifier les NIR de vos individus. Donc, si toutefois il y a une difficulté, bien entendu, là aussi, la caisse primaire d'assurance maladie vous a donné les réflexes à adopter. Contrôler, bien entendu, votre fichier avec des outils mis à disposition, donc DSN Val et DSN FPOC, notamment pour les organismes complémentaires. On vous invitera à informer les salariés. Donc là, vous retrouverez un petit lien directement sur la slide suivante. Et enfin, dernière étape, mais qui est très très importante, c'est tout simplement consulter les comptes rendus métiers financiers et comptes rendus métiers nominatifs pour pouvoir justement apporter les corrections nécessaires si toutefois donc il y a des anomalies. Alors voilà, donc on retrouve ces grandes étapes voilà, de manière plus détaillée avec des liens sur lesquels vous pourrez cliquer. Donc, comment vérifier la validité d'un SIRET ? Eh bien là, DSN Contrôle SIRET mis à votre disposition. Vous pourrez directement cliquer sur le lien, vérifier les NIR de vos individus et voilà, si toutefois l'agent n'a pas de NIR, eh bien effectuer les démarches nécessaires auprès donc de la caisse primaire d'assurance maladie. Contrôlez justement votre fichier, donc à travers les outils mis à votre disposition, DSN Val et DSN FPOC. Et enfin, consultez donc les comptes rendus métiers qui vous permettront de prendre connaissance des anomalies éventuelles et d'apporter les modifications nécessaires. Et bien entendu, dernière étape, il faudra informer les agents. Donc là, en cliquant sur le lien, vous bénéficierez directement donc d'un petit modèle pour pouvoir vous inspirer donc du courrier. Alors, modifier une DSN. Alors, c'est vrai que une fois que vous avez déposé votre DSN, il peut s'avérer qu'il y a eu des erreurs.
déjà en fonction du moment où vous l'avez déposé, soit eh bien, jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, si vous apercevez qu'il y a une erreur, vous pouvez faire une DSN annule et remplace. Donc, ça va écraser les précédentes informations, tout simplement. Donc, c'est la dernière DSN qui sera prise en compte. Et après l'échéance, eh bien là, il faudra donc apporter les corrections nécessaires. Il n'y aura pas de pénalité d'appliquer puisque voilà, il y a la loi ESSOC, la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui vous permet justement d'apporter les modifications sans pénalité. Alors, au niveau donc des corrections, d'une régularisation, changement ou correction, c'est vrai qu'en fonction donc de la nature, en tout cas de la correction, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit une méthode, ce qu'on appelle différentielle, c'est-à-dire que dans la déclaration dans la DSN du mois suivant de la différence entre les données initialement déclarées et celles attendues. Donc là, on peut prendre l'erreur, une erreur d'assiette, de base d'assujettissement, par exemple. Vous avez déclaré 1500 au lieu de 2000. Et enfin, vous avez la méthode annule et remplace. Donc là, on est plutôt sur une erreur de taux, par exemple, enfin, ou une modification de taux. Voilà. Extrêmement important également, et je sais qu'on l'a déjà rappelé plusieurs fois depuis le début de la présentation, à chaque fois qu'une donnée change, il est impératif de déclarer justement ce changement opéré. Donc, on retrouve des données identifiantes, donc qui sont notamment des données liées à l'individu. Donc, on peut prendre le nom de famille, par exemple, de l'agent. Donc, une modification à ce niveau-là. Donc, cette modification devra être apportée dans le bloc 30. Et puis, vous pouvez retrouver également des données non identifiantes, voilà, mais pour lesquelles la date de survenance impacte aussi la protection sociale. Donc, on peut prendre voilà, des données liées au contrat de travail ou une modification, par exemple, du taux horaire. Donc, chaque événement, dès que, en effet, Antoine l'a répété aussi tout à l'heure, mais dès qu'il y a une modification, il faut impérativement enregistrer ces éléments dans votre logiciel de paie pour qu'ils soient pris directement en compte, donc dans la DSN du mois en cours ou du mois suivant. Alors, pardon, au niveau donc des corrections de données déclarées dans la DSN, deux natures de données existent, donc les données dont seule la dernière valeur est utile. Donc, en effet, on prend l'exemple d'un changement d'adresse. Donc, la dernière adresse, donc c'est la dernière valeur qui sera prise en compte, la nouvelle adresse. Et puis, les données dont la valeur est nécessairement en cohérence avec une période et pour lesquelles les dates de modification ont un impact sur les droits, puisqu'on pense toujours aux droits, donc en effet, des agents, donc les droits santé, famille, retraite. Donc, bien apporter ces éléments dans le bloc changement. Donc, on rappelle qu'il doit y avoir deux valeurs, la valeur qui aurait dû être transmise et la date de modification ou la date à partir de laquelle donc cette nouvelle valeur est valable. Donc, au niveau des conditions plus particulières, Didier, je vais te laisser reprendre un petit peu la main. Avec plaisir, Virginie, merci. Je buvais tes paroles, donc je n'ai pas rouvert le micro tout de suite. Oui, dans les cas particuliers de paye, en réalité, nous avons identifié beaucoup d'éléments dans les trois présentations. Alors, j'ai vu que vous étiez plusieurs, voire plus une majorité, même si tout le monde n'a pas répondu au sondage. Vous êtes plusieurs à avoir suivi les webinaires précédents, donc vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées, par exemple sur la convention de paye avec les DGFiP. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la DSN va être prise en compte? Comment est-ce que ça va impacter mon cas particulier? Le conseil que l'on vous donne, c'est de vous rapprocher de votre DDFiP, de votre interlocuteur habituel, de façon à évaluer avec lui la poursuite
de cette situation et le fait que vous allez effectivement continuer à leur, non pas leur sous-traiter, à leur laisser le soin de gérer ces éléments-là pour vous. Même question si c'était pour un CDG ou un CGI. Dans les deux cas, si le tiers déclarant peut effectuer de la paye à façon, il n'y a aucun problème et ils vont pouvoir continuer. Simplement, le paramétrage et ces éléments-là vont devoir être gérés par vous-même. Excusez-moi. Troisième cas particulier, c'est l'absence de logiciel à la norme NeoDes. Donc la norme NeoDes, c'est celle qui permet de faire la DSN. Auparavant, on était sur la N4DS et certains se retrouvent avec des logiciels qui n'ont pas la bonne norme. Il est urgent de prendre contact avec votre éditeur de façon à vérifier qu'il va pouvoir mettre à votre disposition une mise à jour NeoDes. Et si ce n'est pas le cas, pour éventualiser le changement d'éditeur de façon à être prêt le plus tôt possible à faire les premiers tests. Même situation si vous faites la paye de façon manuelle. La DSN exige un transfert numérique, donc l'utilisation d'un logiciel de paye. Et si vous ne l'avez pas, si vous ne souhaitez pas, ou si vous ne pouvez pas simplement en acquérir, c'est le cas de toute petite collectivité, vous pouvez contacter votre centre de gestion qui va vous orienter, soit vers un centre de gestion qui prendra la paye à façon, soit vers la DDFIP si c'est quelque chose qui est mis en place, qui va vous aider à trouver une solution. Mais là, de la même façon que pour les 4 cas précédents, on vous invite à le faire le plus rapidement possible. Ensuite, on se retrouve dans les cas encore un peu plus particuliers. Là, par exemple, ça répond à la question de M. Vasselin. Si vous êtes un établissement avec des agents publics ou privés, on peut faire deux fractions de la DSN, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 morceaux de DSN, un qui correspond à une population, l'autre à l'autre, sachant que la somme, raccolement des 2 fractions, doit emporter tous les éléments de la DSN sur le mois. Donc dans un même élément. Alors on peut avoir 2 populations, mais un règlement à ce jour, c'est-à-dire que la DSN est en partie décorrélée du déclaratif et du paiement. Le paiement peut être traité à part, mais de toute façon, ce sont les éléments de la paye qui vont valider les cotisations et qui vont le mettre en place. Donc, on peut avoir 2 populations avec des taux de cotisation qui sont différents. En même temps, vous ne ferez qu'un seul paiement. On a 2 fractions à l'intérieur de la DSN qui reprend les éléments particuliers de chacune de ces populations. On a vu la question tout à l'heure aussi sur les traitements décalés. Il y a un petit point d'attention important. Il y en a 2. Le premier, on ne peut pas exactement parler de paye décalée parce que le droit du travail exige que le paiement ait lieu à la fin de l'activité. Et la comptabilité, le droit social exige que vous fassiez un train de paye tous les 31 jours. Donc le décalage finalement, après la première DSN, il n'existe plus puisque on va être sur la photographie de la paye. Mais dans cette photographie, il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier, les taux et les plafonds de sécurité sociale s'appliquent sur la période d'emploi. En gros, vous avez des agents qui travaillent sur le mois de février que vous allez rémunérer en mars. Entre février et mars, les taux de cotisation ont changé. Vous devez appliquer pour la période d'activité de février le taux de février, pour la période d'activité de mars, le taux de mars. Ça, c'est pour ce qui est taux et plafond de sécurité sociale. Donc, c'est la socialisation des revenus. Et puis, il y a la fiscalisation des revenus. Et là, par contre, la période importante, ce n'est pas la période où a lieu l'activité, donc ce n'est pas février, mais c'est la période où a lieu le changement de poche pour l'argent, c'est-à-dire où vous payez. Et à ce moment-là, le fiscal s'applique le taux fiscal et le taux de passe, et celui qui est en valeur au moment où l'argent est versé. Donc vous voyez que pour le même élément, on peut avoir effectivement 2 situations distinctes selon que ce soit des cotisations sociales ou des cotisations salariales. Fiscales, pardon.
Après, il y a plusieurs trains de paye. Certains, effectivement, peuvent avoir un train de paye pour les contractuels qui fonctionne sur un rythme du 15 au 15, et puis un train de paye pour les agents titulaires qui, lui, sera du 20 au 20. Deux trains de paye, ça peut effectivement faire deux fractions d'une même sirette. C'est-à-dire que vous faites tourner 2 fois la paye, et chaque date de paye fait une fraction, et donc la somme des deux fait que la totalité des revenus que vous avez versés pour un mois aura été déclarée sur une même DSN, mais dans 2 fractions, dans 2 fichiers différents. Dernier cas particulier, ça a déjà été posé effectivement, déclaration mensuelle ou trimestrielle. J'insiste vraiment sur le fait que la norme est aujourd'hui le mensuel, et que le trimestriel n'est qu'une option. Cette option doit être, comme le précisait dans le texte, doit être validée auprès de votre URSSAF chaque mois de décembre de l'année, de chaque année, pardon, de façon à ce que cette option puisse être prolongée l'année suivante. Mais ça veut dire qu'effectivement, ce choix aujourd'hui est ouvert, si tant est que vous êtes déjà sur une périodicité trimestrielle. Si vous êtes en périodicité mensuelle, de toute façon, vous ne pouvez pas passer en trimestriel. La DPAE n'est pas substituée par la DSN. Alors, c'est comme je vous parlais tout à l'heure du droit social, du droit du travail. Là, le droit du travail exige effectivement qu'une DPAE soit transmise avant le premier jour d'activité, même 8 jours avant le premier jour d'activité. Or, la déclaration sociale nominative, c'est une copie de la paye. Donc, de toute façon, on ne va pas payer quelqu'un qui n'est pas rentré dans l'établissement. Petite subtilité, vous verrez apparaître un nouveau signalement. Il s'appelle le signalement d'amorçage de données variables, qui permet de faire rentrer un agent avant même que le premier salaire soit versé, c'est-à-dire dès son premier jour d'activité. Mais comme la DPAE est antérieure, on n'est pas dans le cadre de la DSN, et donc du coup, il faut continuer à faire une DPAE. Est-ce que la taxe sur les salaires est substituée par la DSN? La taxe des salaires, non, mais par contre, c'est l'assujettissement des entreprises qui est déclaré au mois de décembre. Et là, on vous a mis le détail. Alors, vous avez dû voir, pour ceux qui ont assisté aux présentations précédentes, on a mis régulièrement les codes du genre S21, G0044 pour le bloc assujettissement fiscal. Bien évidemment, on ne vous demande pas de parler cette langue. Mais c'est comme quand en compta, vous avez le plan comptable. Le plan comptable, vous avez les débits, les crédits, et puis ensuite, chaque partie a un code et correspond à un numéro de compte. Et bien là, les fameuses 93 rubriques dont vous parlait Virginie tout à l'heure, elles sont numérotées avec des adresses qui nous permettent, dans les comptes rendus métiers ou dans les précisions qu'on peut vous donner dans les présentations comme aujourd'hui, de vous donner l'adresse exacte de la donnée dont on vous parle, parce que bien évidemment, la qualité de la donnée, c'est ce qui va faire la facilité d'avoir un contrôle continu, et donc de passer en ce qu'on appelle DSN presse-bouton, c'est-à-dire que le paramétrage étant terminé, vous êtes sur les plans de paye habituels et simples, et les choses, effectivement, vous bénéficiez pleinement de la simplification à partir de ce moment-là. Virginie, est-ce que tu veux que je continue sur les 3 cas qui viennent? Si oui, je le fais avec plaisir, mais ce n'est pas du tout un piège. Donc là, vous voyez justement apparaître sous vos yeux ébahis un numéro en haut à droite, FC 2399. C'est le lien hypertexte qui vous emmène sur la fiche consigne, là, pour le cas des mutations. Alors, dans la réalité, la mutation, elle ne constitue pas une fin de contrat. Or, on a besoin, dans la DSN, de savoir quels sont les éléments qui sont réellement mis en place. Et pour ça, on va donc dire que l'établissement d'origine va dire, moi, je n'ai plus cette personne avec moi, donc c'est une fin de contrat, c'est une fin de relation, parce que vous avez vu que dans le lexique, on disait que le contrat, c'était ce qu'on appelait la relation entre l'agent et l'établissement qui l'héberge, enfin qui le salarie. Donc là, fin de contrat, mais avec la date précise. On vous parlait tout à l'heure des données identifiantes ou non identifiantes. Là, on a besoin de savoir à quelle date. Ça s'arrête de façon à avoir un chaînage effectif sur les deux. C'est la date d'effet de la mutation qu'on met. Et puis un motif de rupture de contrat qui est c'est une mutation sans rupture de contrat. Vous voyez qu'on précise quand même que c'est effectivement pas un licenciement ou un départ, mais c'est une mutation. Et puis le nouvel établissement, lui, il aura un bloc changement avec cette rubrique dans laquelle il va citer l'ancien établissement. Et du coup, le système DSN va dire
on a tel agent de tel établissement qui s'est en allé et qui va retrouver par le NIR de l'agent et par le SIRET de celui qui part, va retrouver celui dans lequel il arrive. Et à ce moment-là, on aura un chaînage sur lequel vous n'interviendrez pas, il va se faire automatiquement, c'est-à-dire que les éléments de cotisation, de vie du contrat, d'ancienneté ou autres vont être mutés sur le nouvel établissement sans que vous ayez autre chose à faire. Autre cas qui n'existe pas dans le régime privé, c'est le détachement. Nouvelle fiche consigne, la fiche consigne 2055. Les 2 établissements doivent déclarer le fonctionnaire, mais un seul, bien évidemment, va déclarer les cotisations. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Donc les déclarations sont déclarées par l'établissement d'origine si c'est un emploi ne conduisant pas à pension, hormis les cotisations au RAF. Les cotisations au RAF, elles sont payées une fois par an et en réalité, vous les payez pour l'année précédente. Donc de toute façon, c'est l'établissement d'origine qui va devoir les payer puisque c'est au moment où l'agent était chez lui. Et puis, par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension. Pour la fonction publique d'État, c'est un peu plus simple. Ça sera toujours l'établissement d'accueil qui va faire la déclaration de détachement. Les suspensions, tous les cas de suspension sont effectivement à être déclarés. La fiche consigne 212 vous le précise, quelle que soit la rémunération de l'agent, qui touche quelque chose ou pas, et que ce soit partiel ou pas, puisque de toute façon, la DSN transmet les éléments relatifs au calcul des cotisations et puis surtout à la mise en place des droits, parce que les cotisations servent, alors bien évidemment, à financer la protection sociale, mais du coup à affecter à chaque agent les droits que ces cotisations lui ouvrent. La période, elle va être déclarée dans le bloc autre suspension de l'exécution du contrat. Et puis, pour la CNRACL, on a besoin d'avoir un taux de rémunération, puisque vous savez que c'est la partie restante qui va être prise en compte. Sur les fins de contrat, fiche consigne 2120, avec les modalités nouvelles de prise en charge possible dans certains cas par l'assurance chômage, on est obligé de renseigner les fins de contrat qui sont obligatoirement transmises dans toutes les DSN mensuelles. Dès qu'il y en a un, dans la DSN mensuelle, il faut que ça soit pris en compte. Alors, on insiste, mais c'est tellement évident, et j'imagine que vous le saviez déjà et que vous y pensiez déjà, mais c'est tellement évident que quelquefois, les choses les plus simples, on oublie de les faire. Donc, dans la DSN mensuelle, il faut préciser les fins de contrat, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu de signalement. Et pour ça, on vous donne la liste des motifs, dont 2 ont été créés spécifiquement pour l'arrivée de la fonction publique. C'est les 70-71, et vous savez que c'est une donnée spécifique, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Les données spécifiques pour la fonction publique sont entre crochets FP. Et derrière, donc, il y a révocation suite à abandon de poste ou révocation suite à sanction pénale. Et sinon, si aucun de ces cas listés n'est pris en compte, vous devez utiliser le code 999, fin de relation avec l'employeur, qui sont autres contrats de travail, convention ou mandat. Virginie, je te laisse peut-être reprendre la parole sur ce qu'il va falloir faire, dire, déclarer dans les 2 cas. Tu es arrivé, je te laisse réouvrir ton micro et je m'en vais à mon tour. Merci Didier. Alors oui, qu'est-ce qui change entre 2021 et 2022? Quelles sont vos obligations? Donc on vous rappelle que sur le dernier trimestre 2021, donc vous devez finaliser les obligations sociales. Donc quelles sont-elles? Eh bien, l'ADUX pour l'URSSAF, le tableau récapitulatif, et côté fiscal, eh bien, passereau de l'année 2021. Il faudra par ailleurs préparer tous les éléments utiles pour la DADS, voilà, donc qui est attendu, je vous le rappelle, pour le 31 janvier 2022. Donc, on vous donne bien entendu toutes les prérogatives, identifier le SIRET déclarant, fiabiliser les NIR. Il y a toujours une question de fiabilisation des informations. On se permet en tout cas de vous le répéter puisque c'est extrêmement important pour ne pas rencontrer de difficultés, justement pour générer vos futurs DSN. Il faut configurer donc tous les éléments, vous rapprocher de votre éditeur, vérifier s'il répond bien à la norme et s'il est compatible, bien entendu, réaliser une première DSN. Donc là, vous avez des outils test qui vous permettront bien de vérifier la fiabilité de votre fichier et surtout de corriger éventuellement les anomalies que vous pouvez rencontrer. Et enfin, dernière étape, informer les agents donc de ce passage en DSN puisque c'est extrêmement important. À partir de son numéro de sécurité sociale, un certain nombre d'informations
vont être adressées donc aux organismes partenaires et il faut bien entendu l'avertir, voilà, qu'il y a une nouvelle modalité déclarative à compter de la paye de janvier 2022. À partir du premier trimestre 2022, donc on vous rappelle que bien entendu il faut déposer votre DADSU avant le 31 janvier 2022. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet puisque on va plus être en mode test, mais en mode réel pour déposer la DSN du mois principal déclaré janvier, attendu donc au 5 ou au 15 février 2022. Je vous le rappelle, hein, le 5 ou le 15 est défini en fonction donc de l'effectif de l'organisme. Donc, s'il y a un effectif de plus de 50, vous serez au 5. Sinon, donc, c'est bien le 15 du mois. Et puis, pas de doublon, c'est-à-dire il n'est plus nécessaire de réaliser les anciennes procédures qui passaient auparavant, donc à savoir la déclaration LADUX, le tableau récapitulatif, etc. On est bien sur une déclaration qui va remplacer toutes les précédentes. Alors, vous avez été nombreux à nous poser un certain nombre de questions. Donc, on a pu déjà vous apporter quelques éléments de réponse et je remercie nos collègues. Alors, pas d'inquiétude, encore une fois, s'il y a des questions qui sont plus personnelles ou qui nécessitent une recherche, nous reviendrons vers vous à l'issue donc de la présentation, puisque à partir de votre inscription sur Livestorm, nous bénéficions en tout cas de vos coordonnées. Il y avait excuse-moi Virginie, il y avait une question qui peut bénéficier d'un éclaircissement à l'oral plus clair, parce qu'on essaye à chaque fois de mettre l'explication par écrit et on se rend compte en la faisant qu'on n'est pas si clair que ça. Le système, c'est sur le système des fractions. On a une question de M. Vassin qui dit, peut-on avoir des salariés qui vont se retrouver sur deux fractions, une publique, une privée, une paye avec CNRACL seulement, une autre avec l'URSSAF et le brut? La réponse est oui. La règle sur le fractionnement, en réalité, c'est de respecter que la somme soit égale à la totalité de ce qui doit être déclaré. En gros, deux exigences. La première, c'est que la totalité du temps de travail de l'agent doit être déclarée, c'est-à-dire un tiers sur l'un, deux tiers sur l'autre, moitié-moitié. Enfin, après, c'est vraiment une question de pourcentage. Mais ce 100% de déclaré ne peut excéder les 100% d'activité du poste normalement constatée. Donc, en réalité, tant que vous êtes à l'intérieur de cet élément-là, ou alors sinon, il y a les heures supplémentaires et c'est d'autres éléments déclaratifs à mettre. Mais si on est sur la situation simple, avec simplement deux activités, deux trains de paye, deux fractions, c'est absolument possible. Et je reviens sur une des toutes premières questions qui avait été posée, j'ai perdu le nom de la dame, mais si je remonte dans le temps, je vais la retrouver, sur le fait de savoir... C'est là que je dis une bêtise, c'est peut-être pas là que la question a été posée. C'est là où, si c'est Madame Verquinderin, je m'excuse si je prononce mal, c'est là où la notion de numéro de contrat prend tout son sens. Le lien que vous avez, ce qu'on appelle contrat, c'est le lien entre l'établissement et l'agent. S'il a deux activités distinctes dans deux établissements, il peut et il doit avoir deux numéros de contrat. Et c'est ce numéro de contrat qui va nous permettre effectivement de dire, pour un même NIR, il y a deux activités, puisqu'il y a deux numéros de contrat, et sur le NIR, de récupérer la somme de ces fameux deux contrats. Donc oui, c'est possible. Non, ça ne doit pas excéder 100% de ce qui aurait dû être déclaré, mais ça doit compléter ces fameux 100%, il n'y a pas de trou. S'il manque quelque chose, ce sera en anomalie. Il y aura des contrôles interdéclarations qui vont se mettre en place et qui vont vous dire il y a anomalie. Et de deux, et c'est l'occasion de le préciser, la numérotation des contrats est absolument indispensable dans ce cas-là, même si elle est demandée dans tous les autres, mais elle est indispensable dans ces cas-là parce que ça nous permet, à nos amis de l'URSSAF ou de la CNRACL ou autres, d'identifier quelle partie. Ce que vous disiez, effectivement, il y a une partie de l'activité qui ouvre des droits à CNRACL et pas l'autre. Donc, c'est cette version-là qui va être à privilégier. Voilà, c'est relativement complexe quand on le met par écrit. Ayez en tête vraiment qu'il y a la philosophie qui a poussé à la mise en place de la DSN n'est pas de compliquer ni complexifier les choses que vous faites habituellement. On essaie de respecter au maximum la façon avec laquelle la paye est faite
les habitudes de paye, les éléments qui sont déjà en place. Simplement, c'est la méthode nouvelle dont vous parlez, Virginie, tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux contrôle continu qui nécessite que les données soient au plus vite, au plus tôt, au plus près, portées dans la DSN de façon à ce que finalement, il n'y ait pas de décalage en fonction des événements de la vie du contrat, donc de la vie de l'activité d'un salarié, l'activité professionnelle d'un agent dans les établissements qui l'hébergent. Merci Didier pour ces précisions, parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'inquiétudes dans la mise en place de la DSN. Et en l'occurrence, la réglementation ne change pas, c'est juste la manière de faire en fait, qui va être différente. Alors, accéder à la DSN, donc là, un certain nombre de prérogatives, justement, avant de pouvoir déposer vos premiers fichiers. On vous rappelle qu'il y a forcément un seul administrateur. Alors, certains d'entre vous, vous avez forcément déjà votre compte. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui l'administrateur? C'est important de le savoir. Et je sais qu'il y a eu un sondage à ce niveau-là, puisque c'est vraiment la personne qui est maître. Il peut y avoir qu'un seul administrateur pour ajouter justement les droits déclaratifs qu'on va évoquer un petit peu plus loin. Donc là, on vous indique pas à pas la procédure que vous retrouverez. Donc, bien entendu, se connecter et compléter les éléments. Ensuite, il faudra ajouter le service DSN, donc au niveau des habilitations. Donc voilà. Et puis vous aurez donc la liste des déclarants qui s'affiche. Il faudra ajouter cette habilitation. Alors là, il y a une petite question secrète qui vous sera posée justement en cas de perte du mot de passe, notamment. Alors je sais que Didier, il y avait eu un renforcement au niveau de la sécurité des mots de passe, puisque vous aviez constaté qu'il y avait un certain nombre de réponses qui étaient souvent les mêmes. Alors je sais plus par rapport à quelle question secrète, mais c'était assez rigolo d'ailleurs. Nom du conjoint. Nom du conjoint, ouais. Du conjoint, on a eu quelques cas de personnes qui arrivaient à l'échéance déclarative, donc un peu dans le stress, ça marche pas, et qui tapaient la réponse nom du conjoint. Par exemple, moi, on pouvait dire le nom du conjoint, c'était Madame Kuhn. Manque de peau, on avait plusieurs milliers, pas plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui ont répondu que leur conjoint s'appelait Brad Pitt. Et quand on est inquiet, on sait que c'est pas Brad Pitt son conjoint, mais que c'est Monsieur ou Madame Trucmuche. Donc c'était un peu planté. Là, c'était parce que c'était un peu risible. Là où c'était moins risible, c'est ceux qui ne se souvenaient pas de l'orthographe du nom qu'ils avaient mis, parce qu'ils avaient décidé que leur conjoint c'était Jude Law quand c'était la mode. Et Jude Law, tout le monde l'écrivait pas à LAW. Il y en avait certains qui mettaient DLO et autres. Donc ça plante. Donc surtout, ça a l'air un peu basique et de le répéter. Mettez une question à laquelle vous connaissez la réponse et pour laquelle, en situation de stress, vous saurez la mettre. Ça permet réellement de le remettre, sinon je peux vous assurer que la procédure de changement est un petit peu plus lourde et ce serait dommage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre les bonnes, il y a plein de questions et surtout, on a arrêté pendant un moment pour simplifier la vie des gens, on pensait simplifier, on vous demandait de chercher une question et de mettre la réponse. Et puis alors là, on est parti dans des trucs qui étaient absolument précises. Et c'est là que, mesdames, pour enlever tout côté misogyne aux propos que je viens d'avoir, il faut quand même que vous sachiez qu'une bonne partie des hommes répondaient à la personne la plus importante de votre vie, répondait maman. Donc ne soyez pas, on reste très humble face à ces discussions-là. Mais je vous assure que les trois cas que je viens de vous citer ont réellement été de façon importante mis en place sur Net Entreprise. Voilà, donc merci Didier pour cette petite parenthèse. Voilà, donc toujours les étapes de création de votre espace sécurisé. Alors bien entendu, on vous invitera à accepter les conditions générales, donc la question secrète et ainsi de suite. Suivez toutes les étapes qui sont, vous êtes quand même bien guidés pas à pas. Vous recevrez par la suite donc justement un mail pour valider votre inscription. Donc là, c'est une étape incontournable et il faudra par ailleurs valider sur ce lien pour pouvoir accéder directement par la suite à votre espace sécurisé. Donc ça, c'est impératif pour finaliser justement le processus d'inscription.
Donc, une fois que votre inscription a été réalisée, eh bien là, vous aurez accès à la DSN, donc sous 24 heures environ. Alors, au niveau donc de la DSN, c'est vrai que vous avez un certain nombre de fonctionnalités dans votre espace sécurisé, et notamment donc le fameux tableau de bord. Alors, je sais que Antoine, tu souhaitais intervenir un petit peu plus tard justement pour le tableau de bord, puisque c'est vrai qu'on peut s'apercevoir aujourd'hui avec du recul, voilà, notamment avec les entreprises du régime général, que ce tableau de bord n'est pas toujours utilisé, voilà, comme il devrait l'être. Et c'est un peu dommage. Donc, on se permet d'insister sur toute cette mine d'informations, en tout cas, dont vous pouvez bénéficier à travers ce tableau de bord. Alors, au niveau, bien entendu, des éléments, on retrouve l'identification du déclarant. Alors, c'est vrai que c'est écrit en petit. Néanmoins, n'hésitez pas, une fois que vous aurez téléchargé le support, ça sera peut-être un petit peu plus visible. Vous avez justement au niveau de la partie retour, à savoir le type d'envoi, donc si c'était en réel ou en test. Donc là, derrière, soyez très très vigilants pour que les organismes puissent bénéficier de tous les éléments. Il faut absolument être en mode réel. Donc ensuite, vous avez donc la synthèse des déclarations déposées et donc vers elles sont acceptées. Et vous pourrez justement aussi bénéficier du compte rendu en cliquant sur la petite loupe. Donc c'est là où on vous invitera à être très vigilant et à en prendre connaissance. Dans la zone de dépôt, eh bien c'est extrêmement simple. Vous allez récupérer votre fichier et le déposer, sauf si votre logiciel vous propose donc le machine to machine. Et enfin sur la dernière partie, eh bien vous pouvez accéder directement aux services proposés par les organismes, quels qu'ils soient, l'URSSAF, la CNAM, en accédant à votre espace sécurisé sans avoir besoin de vous identifier une nouvelle fois. Et là, je vais laisser la parole justement à Antoine pour vous apporter des précisions. Oui, tout à fait. Merci Virginie. Donc pour compléter ce que tu viens de dire et puis pour faire le lien avec ce qui a été déjà dit précédemment, là un petit focus sur le bilan d'identification des salariés, le BIS, donc qui est disponible depuis le tableau de bord DSN. Donc ce bilan, il est effectué à chaque dépôt de DSN. Et s'il y a des choses à mettre en avant, eh bien, il y a un bilan qui est consultable. On vous incite bien sûr à consulter ce bilan après chaque dépôt mensuel, car il va apporter des éléments à votre connaissance et notamment les écarts éventuels avec les données d'identification de votre logiciel de paye. Et celles qui sont connues par l'assurance maladie. Donc là, on a un premier exemple où le salarié ou l'agent est reconnu, mais il y a un écart de données sur le prénom. Voilà. Et dans le second exemple, eh bien, le salarié ou l'agent est inconnu. Votre agent doit donc se rapprocher sans attendre de sa CPAM de rattachement ou contacter le 3646 pour faire le nécessaire pour réparer cette problématique d'identification. Alors, ceci n'est pas bloquant sur vos dépôts de DSN. Par contre, eh bien, ça peut empêcher la reconstitution d'une attestation de salaire en cas d'arrêt de travail. Et ça veut dire que la CPM de rattachement ne reçoit pas votre signalement d'arrêt de travail dans le cas d'un problème d'identification. Donc c'est pour ça que c'est important de bien consulter ces bilans régulièrement et mettre à jour les données si nécessaire. Merci Antoine pour toutes ces précisions. Alors je vois que vous êtes nombreux à poser des questions, on va y revenir tout à l'heure. Antoine, je vais te relaisser la parole au niveau donc de l'accompagnement qui est proposé justement par la caisse primaire d'assurance maladie, un accompagnement qui va être en plus progressif puisque voilà, on aura l'occasion de programmer de nouveaux webinaires sur l'année 2022. Mais vous pouvez justement contacter les services de la caisse primaire si vous avez des interrogations. Antoine, je te laisse la parole.
Oui, bien sûr, merci. Tout à fait. La caisse primaire propose un accompagnement spécifique pour les employeurs, donc que ce soit des conseils sur les bonnes pratiques de saisie ou aider à identifier des ajustements de paramétrage si nécessaire. Pour cela, eh bien, il faut contacter le 3679, qui est la ligne dédiée pour les employeurs. Elle est ouverte toute la semaine de 8h30 17h30. Il y a aussi un site web dédié, amélie.fr. C'est le site de l'assurance maladie, mais il y a un volet entreprise qu'il faut consulter autant que possible avec un rappel sur les démarches à effectuer. Ça peut vous aider. Et puis, juste un petit point, vous pouvez trouver le lien sera téléchargeable le lien sera cliquable sur le document que vous pourrez télécharger. Il y a un petit point de vigilance sur la transmission de pièces justificatives. Dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de nous transmettre des pièces justificatives. Par contre, en ce qui concerne la maternité ou la paternité, eh bien, on peut avoir besoin de documents et dans le cadre de la DSN, eh bien, ces documents doivent nous être envoyés en parallèle par email. Voilà. Donc, il y a une petite page explicative qui rappelle les choses à effectuer dans ce type de situation. Merci Antoine. Voilà. Et en ce qui concerne l'URSSAF, donc je remercie mes collègues d'ailleurs qui sont à mes côtés en tant que modérateurs. Toute une équipe est là pour vous accompagner au niveau de l'URSSAF Pays de la Loire avec une adresse spécifique dédiée, donc act.lement@ursaf.fr. Pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver le support. Par contre, on vous invite toujours à bien mentionner votre SIRET et votre numéro de compte URSSAF, voilà, pour faciliter les recherches et répondre à vos interrogations. Enfin, vous avez toute l'information qui est actualisée avec une page dédiée sur le site Net Entreprise. Je pense que Didier et Sophie me rejoindront, mais vous avez toujours une information actualisée, des outils mis à votre disposition, les replays des webinaires, donc ayez le réflexe. Si vous avez une interrogation, quelle qu'elle soit, eh bien, utilisez en tout cas le site Net Entreprise sur lequel vous pourrez justement bénéficier d'un maximum d'éléments et notamment toutes les évolutions réglementaires. Alors, on vient de terminer sur la présentation. On va vous proposer de passer un petit témoignage sous forme de vidéo. Didier, est-ce que tu pourrais éventuellement passer la petite vidéo s'il te plaît, ou Sophie? Je suis Nathalie Cuyandre, assistante paye RH à la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud. Pour moi, en tant que technicienne RH, la DSN, c'est une simplification et une sécurisation des procédures de déclaration des données sociales. Alors, outre l'avantage de simplification, je dirais aussi un gain de temps, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Alors les bénéfices, oui, c'est la simplification des procédures. On est passé d'une déclaration annuelle à une déclaration mensuelle. Donc c'est pour moi une simplification, un travail peut-être plus répétitif, mais quand même une simplification par rapport à la lourdeur de la déclaration annuelle. Pour les inciter à passer à la DSN, j'insisterai sur la simplification des procédures. Je craignais des lourdeurs de démarches et au final c'est relativement simple et avec l'accompagnement du centre de gestion, tout s'est fait sans difficulté. Les collectivités peuvent s'appuyer sur les centres de gestion qui sont là pour les accompagner au quotidien dans les procédures. N'ayez pas peur de passer à la DSN, cela se fait sans difficulté avec une bonne préparation en amont et l'accompagnement des centres de gestion. Le passage à la DSN se fait sans aucune difficulté. Oui, j'avais quelques appréhensions avant le passage à la DSN, mais après 3 mois d'utilisation, je m'aperçois que tout s'est très bien passé. Et en conclusion, bon, même s'il nous reste quelques petits réglages à faire, vraiment la conclusion ce serait gain de temps, simplicité et efficacité.
Nicolas Lonvin, directeur général des services du Centre de gestion du Finistère. Alors la DSN en 3 mots, c'est une simplification pour les collègues qui sont en charge des ressources humaines sur la déclaration des charges. C'est également une sécurisation pour nos tiers dans l'ensemble de nos déclarations. Et puis in fine pour les agents, c'est une amélioration du suivi de leur situation quand il se passe un certain nombre d'événements qui les concernent directement. Citons par exemple les remboursements d'indemnités journalières de sécurité sociale pour ceux qui sont concernés. Pour moi, le bénéfice, c'est vraiment pour les collectivités d'avoir réussi à anticiper, d'avoir expérimenté et d'avoir pris le temps nécessaire pour bien ajuster leur processus interne. Le rôle de l'association des DRH des grandes collectivités, c'est vraiment d'accompagner au quotidien l'ensemble du réseau des professionnels des RH. Et donc la DSN faisant partie de ces évolutions réglementaires majeures, on a depuis le départ noué un partenariat avec le GIP pour les accompagner dans cette évolution réglementaire importante. Pour passer à la DSN en 2022, il faut vraiment commencer le plus tôt possible cette démarche de préparation, d'anticipation. Et c'est pour ça que le Centre de gestion du Finistère s'est associé au GIP et à la Caisse primaire d'assurance maladie pour être dans cette démarche proactive de formation, d'information tout au long de l'année 2021. Alors les collectivités peuvent s'appuyer sur le centre de gestion qui a développé une expertise forte en matière de DSN et qui accompagne au quotidien et sur toute l'année 2021 l'ensemble des collectivités pour qu'elles soient prêtes et qu'elles bénéficient de notre expérience en matière de DSN. Alors le conseil, c'est vraiment l'anticipation et c'est de suivre l'ensemble de ce qu'on a préparé pour vous, collectivités, pour rythmer l'année et être prêt au 1er janvier 2022 pour ce passage à la DSN. Merci beaucoup pour le passage voilà, de ces petites vidéos. J'espère qu'on vous a convaincu, en tout cas qu'on a été là aussi pour vous rassurer dans la mise en place de la DSN. Alors s'il y a un message toujours à faire passer, c'est l'anticipation pour être prêt en effet au 1er janvier. Alors cette anticipation, forcément, elle va passer par des étapes préparatoires. Ça peut être en effet... va falloir prendre du temps en effet pour paramétrer, prendre contact avec son éditeur, fiabiliser les informations, mais c'est pour en effet un gain de temps que vous pourrez voir par la suite, en tout cas à partir donc du mois de janvier. Je vous propose qu'on regarde à présent les questions. Donc je remercie une nouvelle fois tous les modérateurs qui ont pu déjà vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, je reprends les questions, on va dire, les plus pertinentes. Alors, moi, je vais juste apporter une précision tout de suite pendant que tu continues à chercher à Madame Corbard. Le 26 et 28 octobre, nous organisons des webinaires spécifiques pour la fonction publique hospitalière qui va reprendre certains cas, comme par exemple les étudiants, comme par exemple les médecins avec plusieurs contrats. Enfin, ces éléments-là sont repris dedans. Vous avez déjà sur Net Entreprise, dans la partie des comités, nous contacter les comités régionaux, les webinaires des comités régionaux. Vous avez accès au support de ce qui a déjà été présenté pour la fonction publique hospitalière. Alors, je réinsiste et je tiens surtout à vous rassurer, vous bénéficierez bien du replay et surtout de tous les liens qui ont pu être communiqués à travers la zone de chat et les liens qui apparaissent sur le support. Alors, on me fait part d'une petite difficulté d'un lien qui ne fonctionne pas, donc on va vérifier et puis on vous réadressera. Ah bah super, voilà, bon bah parfait. Sophie, merci Didier. Ça, c'est Sophie, tu sais, elle est plus rapide que... C'est l'experte la plus rapide de l'Ouest. Sur le lien bilan d'anomalie, donc voilà, pas d'inquiétude Madame Bossier. En tout cas, voilà, s'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement. Alors n'hésitez pas aussi à répondre au sondage, notamment savoir si ce type d'événement, ce webinaire a répondu à vos attentes.
L'objectif, c'est toujours de vous accompagner le mieux possible. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de webinaires ont été proposés au cours de cette année 2021, justement pour vous accompagner progressivement dans cette obligation déclarative. Et on poursuivra en tout cas nos actions, en tout cas d'accompagnement. Et je remercie le GIP pour la mise en place de ces actions nationales. Et on s'adapte toujours. Donc, si vous avez des souhaits, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Madame Faure, vous avez, qui pose la question, vous mentionnez beaucoup l'appui des CDG, mais pour nous, pas de communication de ce côté-là. Je ne vous cacherai pas que la proximité de l'échéance fait que tout le monde est quelque peu sous l'eau et que c'est pas toujours très facile. Alors, un CDG a la responsabilité de la communication et du suivi d'un département, donc de toutes les collectivités de ce département. Vous, de votre côté, vous n'avez qu'un CDG, donc peut-être que ce serait utile que vous preniez contact avec eux de façon à exprimer votre besoin et à voir si réellement ça nécessite un appui ou une prise en compte de leur part. Donc, c'est aussi un des points, le fait d'afficher nos caméras, et c'est pas pour le plaisir d'être vu sur la vidéo, c'est pour que vous ayez vraiment conscience qu'il y a des humains derrière toutes ces opérations de dématérialisation. On supprime pas l'humain. Le lien a changé entre la DSN, entre le logiciel de paye et les organismes, mais les salariés, les experts des organismes sont toujours là, sont toujours avides de vous aider, de vous donner des solutions et de vous aider à faire bien ce qui est attendu, parce que ce ne sont vraiment pas des pièges, et la complexité du métier de paye est suffisamment grande pour qu'on ait beaucoup de respect pour ceux qui le font. Et du coup, pour essayer de vous aider quand on impose des changements aussi lourds que la DSN, pour vous aider, et d'une, à y aller le plus sereinement possible, parce que de toute façon, je suis prêt à parier avec beaucoup d'entre vous que le passage à la DSN dans 6 mois, ce sera un souvenir et non plus une difficulté, peut-être même dans 3 mois pour ceux qui ont des plans de paye simples, mais vraiment, que ça soit à la CDC, à l'URSSAF, dans les CEPAM. Bon, alors au niveau du GIP, on est un peu plus gêné parce que nous, on est surtout actifs au niveau de la gestion des outils et de l'accompagnement au niveau de cette gestion. Mais sinon, vous avez des formulaires de contact partout. On essaye au mieux de vous répondre. On n'est pas en capacité de faire le paramétrage de chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, finalement, vous êtes déjà en capacité de passer sur une DSN, si tant est qu'on vous aide à l'accompagnement de cette conduite du changement, parce que c'est un changement important, mais dont je vous assure à toutes et à tous que vous allez en profiter dans les mois qui viennent. On le voit, il y a plus de 20 millions de lignes de salaire qui sont déclarées tous les mois en DSN, plusieurs millions d'entreprises qui sont déjà passées sur la DSN, et le pourcentage de conformité des DSN mensuels est supérieur à 95%. Plus de 95% des gens qui sont en DSN transmettent facilement du premier coup un fichier complet avec les éléments qu'il faut dedans. Donc, je ne veux surtout pas vous critiquer si par difficulté vous êtes dans les 5% qui vont rencontrer des difficultés au passage, mais là où finalement vous n'aurez pas d'excuses, c'est si vous n'essayez pas de vous connecter à la plateforme de test, d'envoyer des DSN de test. Vous avez 3 mois devant vous là pour essayer de les faire, de les paramétrer. Vous allez avoir des retours sur la plateforme de test, des anomalies avec les corrections qui sont attendues. Normalement, il y a beaucoup de choses qui sont mises à votre disposition pour y arriver. Si par hasard, il reste une difficulté particulière, eh bien voilà, vous avez des humains qui sont à votre disposition, des gens qui sont là pour vous aider et vous répondre. En effet, merci Didier de le rappeler, c'est extrêmement important. Je me permets de reprendre un petit peu le chat. Et il y a une question notamment de Madame Faure. Peut-être que Didier, tu vas pouvoir peut-être rappeler en tout cas les étapes de mise en place. Les attestations Pôle emploi sont encore à faire via Pôle emploi. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans la situation dans laquelle on a 2 types de droits qui se heurtent, le droit social et le droit du travail. Le droit social, on a de grandes avancées, de très grandes avancées, hein, quand on regarde en arrière comment on faisait effectivement. Moi, je suis rentré chez Net Entreprise, il y avait encore des plateformes
entières, des plateaux entiers de personnes de la Sécu qui saisissaient les attestations employeurs et qui reprenaient ce que vous aviez fait à la main. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu et cette étape de saisie. Par contre, toutes ces personnes-là sont dans du suivi d'anomalies, dans de l'aide et dans de l'optimisation de ce qui est mis en place. Donc, on a des étapes différentes. Par contre, le droit du travail reste aujourd'hui le même. Et le droit du travail vous impose de remettre à un agent qui s'en va, sans délai, le dernier jour du travail, l'ensemble des documents nécessaires à l'ouverture de ses droits à Pôle emploi. Alors, le droit du travail, c'est une chose. Donc, on a effectivement l'attestation employeur dématérialisée qui est dans le signalement fin de contrat de travail unifié, qui est envoyé à Pôle emploi. Pôle emploi valide les éléments qui sont transmis dedans et vous retourne l'attestation employeur rematérialisée que vous imprimez, que vous signez et que vous remettez à l'agent qui part. En même temps, parce que c'est à la mode en même temps en ce moment, en même temps, dans le système d'information de Pôle emploi, toutes les données sont déjà rentrées puisque vous les avez transmises. Donc, ça n'est pas pour valider les droits que l'attestation employeur est rematérialisée, mais pour que vous soyez en règle avec le droit du travail qui impose de remettre cette attestation. Je ne vous cache pas qu'il y a des travaux qui sont menés, que ces travaux aujourd'hui nécessitent, mais comme tous les sujets autour de la DSN et de Net Entreprise, il faut que vous sachiez quand même que toutes les évolutions que vous voyez et sur lesquelles vous devez vous adapter ont été validées à l'intérieur du GIP à l'unanimité. C'est-à-dire que le président du GIP veut que les organismes de protection sociale, les syndicats de salariés, les organisations patronales, les organisations d'éditeurs, alors bon, s'il y a des éditeurs, ils vont tousser quand ils vont m'écouter, à ce que tout le monde soit d'accord pour qu'une évolution soit mise en place. Donc en réalité, on essaye de protéger tout le monde. Vous avez vu le temps très long qui a été mis pour la mise en place du FCTU, du fin de contrat de travail unifié, qui permet de répondre à une question que j'ai vue passer, qui était sur un contrat inframensuel, est-ce qu'on peut faire une attestation employeur? Maintenant, oui, parce que effectivement, le signalement fin de contrat de travail unifié associé au signalement amorçage de données variables fait que l'individu, même sur une activité inframensuelle, peut être reconnu et déclaré. Donc on a cette avancée, mais tous les syndicats de salariés étaient vent debout en disant mais ça va permettre, ça va autoriser aux entreprises le travail, le recours au contrat court, donc on n'est pas d'accord, il ne faut pas qu'on les aide à presser un peu plus les salariés. Et puis à l'arrivée, on s'est aperçu que 80% des contrats qui étaient signés pendant une certaine période, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, pendant une certaine période étaient contrats courts. Et que du coup, les droits de ces salariés-là étaient en grande difficulté pour être versés, pour être servis, parce qu'il n'y avait pas les outils qui permettaient de faire les choses correctement. Donc il y a cette évolution, l'attestation rematérialisée qui répond à une obligation du droit du travail. Et puis il y a le transfert dans le cadre du signalement fin de contrat de travail unifié qui emporte tous les éléments nécessaires pour que Pôle emploi ouvre les droits à ces personnes. C'est une réponse un peu longue, Virginie, je m'en excuse. Non, mais au moins, tu es complet. Hein. Malheureusement pour tous, vous vous rendez compte que je suis bavard et c'est pas plus mal que ce soit Antoine et Virginie qui aient fait la présentation. Sinon, on n'aurait pas mis 1 heure comme on s'y était engagé. On y serait encore. Il y a un certain nombre d'interrogations aussi, et je vous rappelle en effet qu'une fois que vous passez en DSN, il n'est plus utile de faire les déclarations en parallèle auprès des organismes. Ça me permet notamment de rebondir sur l'interrogation de Madame Munoz Béatrice. Antoine, peut-être que tu as des précisions aussi en la matière, notamment sur l'attestation de salaire qui peut être faite sur Net Entreprise. Voilà, est-ce que tu souhaites apporter peut-être des précisions? Oui, tout à fait. Je vais réexpliquer aujourd'hui. Donc, vous passez par Net Entreprise pour compléter l'attestation de salaire. Demain, quand vous aurez le feu vert, que votre logiciel vous le permettra, vous aurez possibilité de réaliser un signalement d'arrêt de travail via la DSN. Et ce signalement d'arrêt de travail remplace l'attestation de salaire. Donc, inutile de faire les deux démarches. La DSN remplace l'attestation de salaire. Ça, je vous le confirme bien. Il y a une petite chose, par contre, que je voulais préciser. Ça concerne le temps partiel thérapeutique. Aujourd'hui, le temps partiel thérapeutique sera toujours géré, traité via le formulaire attestation de salaire sur Net Entreprise. D'accord ? La DSN ne permet pas aujourd'hui de traiter ce type de déclaration. Voilà.
Merci Antoine. Et petite précision, parce que c'est quelque chose qui a créé un peu de stress, mais le signalement d'événements arrêt maladie, quand vous y aurez accès, déjà vous allez préférer l'utiliser plutôt que la DSIJ, plutôt que la déclaration sur Net Entreprise, parce que le signalement d'arrêt de travail, c'est l'équivalent d'un post-it. C'est-à-dire qu'on vous demande le NIR, la date à laquelle ça commence, éventuellement une qualification du type d'arrêt, et puis la fin prévisible, et puis c'est tout. Parce que tout le reste, les fameux les 3 mois précédents ou les 6 mois ou les 12 mois précédents, comme ils ont déjà été déclarés en DSN, ils sont déjà connus par l'assurance maladie. Donc, ils ne vont pas vous redemander un truc qu'ils connaissent déjà. Sauf que quand on fait l'attestation, comme malheureusement vous allez, dans la majorité des cas, vous allez devoir continuer à les faire jusqu'à janvier 2023, vous devez mettre ces éléments-là. Donc, on s'est heurté au début, c'est pour ça que je me permets de vous en parler maintenant et que j'insiste dessus, on s'est heurté dans le régime privé à des difficultés de déclarants qui avaient peur que le signalement d'événement ne soit pas suffisant et qui disaient non mais attendez, c'est pas possible, là je mets 3 trucs et c'est parti, d'habitude il me fallait quasiment 20 minutes pour remplir l'attestation parce qu'il fallait que je vérifie tous les éléments qu'on me demandait dedans. Donc oui, la simplification, ça peut être effectivement un peu angoissant quand vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant. Mais ne soyez pas non plus inquiète. Là, inquiet, pardon. Il y a un élément que moi j'aime bien citer, mais dont on n'a pas parlé, qui s'appelle la loi OUPS, qui est la loi qui vous autorise à faire une erreur si elle est corrigée le mois suivant. Donc si par hasard, il y a une erreur qui apparaissait dans une DSN et que vous la corrigez, il n'y aura pas ni pénalité, ni on ne va pas vous regarder mal en disant « oh là là, comment ils font ?» Parce qu'on sait très bien qu'à la base, dans la façon dont tous et toutes vous faites le métier, il n'est pas question que vous laissiez un agent sans revenu pendant 10 jours. Il n'est pas question que vous laissiez un agent en ayant des droits qui ne sont pas servis. Vous allez faire le maximum pour que ça soit fait et pour que ça soit en place. Donc voilà, il n'y a pas de doute sur ça. Donc vraiment, si cette loi OUPS qui vous permet d'être plus ou moins serein en vous disant bon, voilà, éventuellement, s'il y a une petite erreur, c'est pas très grave. Parce que les grosses erreurs, depuis très longtemps, n'existent plus. Parce que vous êtes suffisamment pointu et suffisamment attaché à ce que les droits des agents soient respectés pour que ça soit correct. Donc, c'est vrai que là, je me suis permis, Antoine, de reprendre sur vous le complément. Mais en gros, n'ayez pas peur de la simplification quand elle est réellement là. Il y a quelquefois des éléments, alors ça vous demande du paramétrage aujourd'hui, ça vous demande de la transmission de données de façon continue, c'est une nouvelle façon de faire, mais en même temps, vous allez voir que ça vous simplifie tellement les choses à l'arrivée que quelquefois, vous allez avoir l'impression de ne pas faire assez. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours possibilité de envoyer une attestation rectificative via Net Entreprise si jamais le flux DSN pose problème, le temps de résoudre la difficulté. Hein, donc pas d'inquiétude à avoir. On a toujours possibilité d'utiliser différents canaux à partir du moment où on ne fait pas les deux en même temps. C'est vrai qu'on a insisté aussi tout à l'heure sur la qualité des données dans le suivi quotidien du logiciel de paye. Didier l'a rappelé, c'est vrai que tous les éléments de salaire qui permettent de calculer les indemnités journalières, 3 mois d'historique en maladie par exemple, eh bien ces données ont déjà été remontées dans les DSN des mois précédents sur la période de référence. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où les données sont bien qualifiées et que tout changement a été bien indiqué avec les blocs changements, on a bien insisté sur le sujet je crois aujourd'hui, eh bien ça permet de constituer cet historique et de reconstituer une attestation sans difficulté. Alors toujours un peu sur la partie signalement d'événements, voilà, puisque en effet il y a notamment une collectivité qui regrette, je pense, et visiblement son éditeur ne lui donne pas la possibilité de faire les signalements d'événements dès à présent. On lui rappelle que l'obligation est en 2023. Donc là, est-ce que justement Antoine et Didier, vous souhaitez justement rappeler le contexte peut-être? Alors moi, juste un point de détail, le fait d'avoir cette exigence au 1er janvier 2023, c'est aujourd'hui au regard de la complexité de la mise en place de cet élément pour tout le monde. Parce qu'en réalité, vous savez que l'organisme qui gère l'assurance maladie n'est pas le même dans tous les départements pour toutes les populations. Principalement sur certaines populations
de la fonction publique ou ça peut être l'organisme complémentaire, la mutuelle, qui gère la totalité. Or, en réalité, aujourd'hui, parce que le RGPD impose que ne reçoivent que les informations dont ils ont légitimité à les connaître, les organismes, par exemple, la CEPAM, Antoine, ne reçoit pas toutes les données salariales de tous les salariés, parce que, et d'une, ça ferait un peu trop peut-être, et de deux, parce que ça n'est pas utile pour remplir la mission qui est la sienne. Donc, par contre, dès qu'il y a un arrêt ou qu'il y a une situation dans laquelle un revenu de remplacement ou une situation particulière doit être accompagnée, c'est-à-dire que la mission de l'assurance maladie doit être remplie, il intervient et il a besoin d'avoir tous les éléments. Donc, comme ces situations ne sont pas unifiées sur tout le territoire, le décalage a été porté au 1er janvier 2023, mais techniquement, aujourd'hui, certaines CEPAM et certains éditeurs sont en pleine capacité de faire ces signalements d'événements. Donc c'est vraiment une mesure de protection, d'unification qui fait que ça se décale au mois de janvier 2023. Il y a la certitude aussi qu'une grande partie sont sous le régime de la subrogation que Antoine va sûrement compléter tout à l'heure et vous expliciter un plus en avant. Mais du coup, on revient sur ce que j'aime bien appeler la philosophie de la DSN. Regardez si le traitement est interrompu, regardez si le contrat est modifié, si oui, ça fait l'objet d'un signalement, sinon, ça peut être dans le cadre de la DSN mensuelle parce qu'il n'y a pas d'interruption de revenus pour les gens qui sont concernés. Mais Antoine, je te laisse compléter parce que d'une région à l'autre, la situation n'est pas la même. Oui, tout à fait. En fait, ça dépend vraiment de l'avancée du paramétrage et du feu vert donné par l'éditeur de logiciel. À partir du moment où les données peuvent être transmises correctement selon les bons paramétrages, eh bien, nous sommes en capacité de recevoir les flux, nous, assurance maladie. Dans l'attente, de toute façon, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a toujours possibilité de passer par l'attestation sur Net Entreprise. Et ça fonctionne puisque Didier l'a évoqué pour la subrogation. Donc la subrogation, c'est le fait quand il y a maintien du salaire, ou en tout cas des revenus, de demander le versement des indemnités journalières à l'employeur. Eh bien, comme c'est le cas déjà aujourd'hui sur le formulaire Net Entreprise, eh bien de demander cette période de subrogation, ce sera de même. La demande sera identique en DSN. Il suffira de renseigner les dates lors du signalement d'événement. Merci Antoine. Didier, je me permets de t'interpeller une question de Madame Palomou, Muriel. Est-ce qu'il faudra toujours faire les déclarations passereau? Je te remercie parce que sinon j'allais m'auto-saisir, moi tout seul. Madame Palomou, sur passereau, passereau est une déclaration qui est substituée. Toutes les déclarations qui sont substituées doivent disparaître de votre environnement. En l'occurrence, à partir du 5 février 2022, vous allez transmettre la DSN relative à la paye de janvier 2022, qui va emporter les éléments de PAS, donc de prélèvement à la source, de janvier 2022. Si vous faites un passereau en janvier 2022, il y aura double imposition, double prélèvement. Et on peut le dire, puisque nos amis de la sphère fiscale ne sont pas avec nous, quand vous leur donnez de l'argent, ils ont du mal à le rendre. Mais en l'occurrence, non. C'est juste que la procédure peut être très longue. Donc, avec un peu d'humour, vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez avoir bien enregistré. Surtout pas deux transmissions. Dans certains cas, par exemple, Antoine vous disait, si un jour vous faites un signalement plus une DSIJ, vous allez simplement perdre énormément de temps et donner du travail complémentaire aux agents de l'assurance maladie pour rien, parce que du coup, chez eux, ça va être en anomalie. Ils vont dire, et puis à l'arrivée, ils vont servir les droits parce que ça n'est qu'une erreur, ça n'est pas c'est pas une fraude ou autre chose. Donc, dans certains cas, la double déclaration va créer du travail en plus, créer du délai qui va faire que ce sera pas jouable. Mais dans d'autres cas, c'est plus gênant, ça va créer effectivement, comme le cas de passereau, une double imposition. Et puis après, ça n'est pas vous qui pouvez récupérer auprès de l'administration fiscale cette somme prélevée par erreur. Donc, pas de passereau à partir, c'est ce que mettait Virginie dans la slide où elle parlait des données 2021 et des 2022. Pas de passereau en 2022. Les éléments qui sont transmis à partir de janvier 2022 passent dans la DSN et sont largement suffisants. Merci Didier.
Alors, on remarque que certains d'entre vous, vous regrettez parfois un accompagnement un petit peu compliqué avec les centres de gestion ou vous regrettez en tout cas de devoir nous contacter aussi par mail. Voilà, alors en ce qui concerne nos organismes, même si vous nous contactez par mail, on vous invitera toujours à bien préciser vos coordonnées, le SIRET, voilà, notamment le premier élément. Et éventuellement, en effet, votre numéro de téléphone, parfois il est plus simple d'échanger téléphoniquement et de rappeler parfois certaines heures où vous êtes susceptible de pouvoir répondre si on vous rappelle. Mais sachez que, en effet, comme on l'a rappelé tout à l'heure, derrière, il y a des équipes qui sont dédiées à cet accompagnement, quels que soient les organismes compétents, et on s'efforcera dans la mesure du possible de pouvoir répondre à vos questions, soit par écrit ou à travers un échange téléphonique. C'est aussi tout à fait possible. Et d'ailleurs, précision, puisque la question est posée sur un accompagnement de net entreprise, j'avais envie de rigoler en disant est-ce que j'ai une tête de plateforme, puisque je travaille chez Net Entreprise. Non, mais vous avez raison. Là où vous avez raison, c'est que Net Entreprise porte le projet de la DSN et fait que techniquement, il y a une norme qui est utilisable par tous les organismes, gérée par tous les éditeurs et du coup déployée chez tous les employeurs. C'est notre responsabilité. C'est ce qu'on essaye de faire au mieux. On a un président qui dit généralement notre mission c'est de masquer la complexité. Mais du coup, beaucoup de questions et beaucoup d'anomalies qui remontent dans les DSN. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas comme s'il y en avait des millions, hein, mais une grande partie des anomalies qui remontent et des difficultés qui remontent sont relatives à des questions métiers pour lesquelles Net Entreprise n'a pas ni la compétence ni la visibilité. Par contre, pour compléter ce que disait Virginie, généralement, le premier contact que vous avez avec les organismes, avec Net Entreprise ou d'autres, se fait par le biais d'un formulaire de contact. Et ce formulaire de contact nous permet de vous demander tout de suite les éléments qui vont être nécessaires pour qu'on puisse étudier votre demande. Généralement, quand on nous envoie un mail qui n'utilise pas ce formulaire, eh ben, on est obligé de renvoyer le formulaire en disant merci de le compléter parce qu'on ne sait pas exactement de quoi vous parlez. Et comme le dit Virginie, généralement aussi, l'utilisation de ce formulaire permet que d'un seul coup de fil, rapidement, on puisse vous rappeler, vous préciser comment faire et en quoi, comment répondre à votre question. Donc ne le prenez pas comme étant une mesure d'éloignement, même si ça peut y ressembler fortement. C'est surtout un gain de temps et je vous dis, beaucoup de fiches consignes, beaucoup de modes d'emploi, beaucoup, comme ce webinaire aujourd'hui, ont été fabriqués à partir des retours des utilisateurs antérieurs. C'est pas basé sur, on n'est pas Moulinex, on vous a pas donné un mode d'emploi d'un robot. Au pire, nous on vous donne le livre de recettes. Et on vous dit, voilà, vous voulez réussir à la tarte, et il faut la faire comme ça. Vous voulez réussir une bonne soupe, il faut la faire comme ça. Et derrière, voilà, s'il y a un problème technique avec le robot, bien évidemment, on intervient. S'il y a un problème de qualité dans les ingrédients, ce sont les différents interlocuteurs des organismes qui vous répondent. Mais on essaye d'être au mieux. Je vous assure qu'on est vraiment, on a tous les interlocuteurs que vous avez aujourd'hui en face de vous, et vous en faites partie désormais, puisque vous êtes dans l'écosystème de la DSN, tout le monde a intérêt à ce que ça marche bien, et à ce que ça soit une réussite, et non pas, ne se cache pas derrière des bureaux ou autres. Donc le petit formulaire, c'est pas fait pour vous embêter, c'est pas fait pour être envoyé dans des pays émergents avec des gens qui vont à moitié les comprendre et vous rappeler sans que vous compreniez ce qu'ils vous disent. Ce sont vraiment des éléments qui sont nécessaires à l'étude de votre question et à la meilleure réponse possible, le plus vite possible. Là, c'est pas parce que vous êtes en retard, hein, parce que bon, finalement, 3 mois, c'est pas très long. C'est pas parce que vous êtes en retard qu'il est trop tard pour rentrer en DSN, mais si vous ne démarrez pas maintenant, là, ça va se compliquer. Je partage. D'où notre souhait toujours d'avoir programmé, en tout cas, ces rencontres extra. Voilà, on va dire, il vous reste encore à peu près 3 mois, donc pour vous accompagner et pour prendre les mesures nécessaires, voilà, pour que tout se passe bien au 1er janvier. Alors, j'essaye de reprendre toutes les questions, sauf erreur de ma part, je pense qu'elles ont tenu toutes des réponses. Alors là, il y a 2 nouvelles questions, mais je pense que mes collègues vont y répondre. Alors, la première sur Madame Collin, la DSN test, c'est parce que vous avez coché test dans votre logiciel, mais vous n'êtes pas sur la plateforme de test.
C'est pour ça que c'est l'URSSAF qui peut vous répondre, parce qu'eux reçoivent les éléments qui soient en mode test ou pas. Tout à l'heure, j'ai blagué sur la sphère fiscale et sur nos amis de la sphère fiscale. Je suis pas persuadé que les URSSAF soient non plus complètement étrangers à l'idée d'accepter l'ensemble de vos cotisations rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Donc eux, ils vous répondent tout de suite, oh là, vas-y, envoie. C'est pas gênant. Mais si vous n'êtes pas sur la plateforme de test, malheureusement, certains organismes ne reçoivent pas les données, parce que la plateforme de test envoie les données, mais elles sont codifiées de telle façon que les organismes ne les enregistrent pas. Ils les traitent, ils regardent, ils les traitent, ils répondent s'il y a quelque chose qui va, mais ils les enregistrent pas. Quand vous envoyez une DSN en mode test, malheureusement, beaucoup d'organismes ne souhaitent pas les recevoir parce qu'ils ont peur que ça puisse être pris pour une DSN réelle. Et du coup, vous n'avez que l'URSSAF qui peut vous répondre dessus. Donc, je pense que vous êtes passé en mode test et non pas sur la plateforme. Donc, je vous invite tous, vous avez le mode d'emploi le mode d'accès qui est dans cette présentation. Je vous invite tous à passer par la plateforme de test qui est à côté de la plateforme réelle, donc qui va vous donner des résultats efficaces rapidement. Et de 2, ne représente aucun danger pour vous. Et de 3, arrive jusque la totalité des organismes et qui du coup peuvent vous faire des comptes rendus. Vous allez arrêter de poser des questions courtes parce que je vais faire des réponses longues à chaque fois. Voilà, je vois que certaines collectivités ont anticipé, je vois des rendez-vous programmés avec Berger-Levrault, on ne peut que s'en réjouir, voilà, puisque c'est vrai que l'échéance va vite arriver. Alors je ne sais pas Sophie si tu peux répondre, apparemment une difficulté pour le téléchargement du support, le petit nuage, voilà, mais en tout cas le support de présentation pourra être disponible par ailleurs. Sophie, tu souhaitais rajouter quelque chose ? Oui, que normalement, le nuage est censé marcher. Si ce n'est pas le cas, il suffit peut-être d'actualiser la page pour le faire marcher mieux. Mais sinon, il sera disponible avec le replay dès que le webinaire sera clôturé. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, les supports vont être disponibles aussi très rapidement sur Net Entreprise, dans la partie nous contacter, les comités régionaux, les webinaires des comités régionaux. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent, à aller les voir. Parce que vous avez des supports justement avec les liens des fiches consignes extrêmement compliqués, mais non, extrêmement complexes. Beaucoup de gens nous disent ah c'est compliqué et tout, mais il y a tout. Et c'est pas parce que, à la limite, c'est un petit peu comme le code de la route. Hein. Avant de passer le permis de conduire, on vous oblige à apprendre le code de la route. Et pourtant, on vous met dans des situations que vous ne rencontrerez sûrement jamais. Mais on vous prépare à ce que ces situations, si vous les rencontriez, vous sachiez réagir. Donc, dans les supports qu'on vous met à disposition, dans les fiches consignes, on balaye l'exhaustivité des cas qui sont connus aujourd'hui et que nous connaissons aujourd'hui. Ça sera sûrement pas ce que vous allez rencontrer, mais si vous en rencontrez un, la réponse se trouve là. Donc, je vous invite à aller télécharger les 2 webinaires précédents. Alors, de votre région, bien évidemment, vous aurez le plaisir de revoir Antoine et Virginie et d'autres interlocuteurs des Pays de la Loire, ou d'autres régions si finalement vous avez une préférence pour aller voir Languedoc-Roussillon ou la Lorraine, hein, c'est possible après tout. Mais vous allez voir que les contenus sont quasi identiques. Par contre, les liens qu'on vous donne ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'ils ne sont pas localisés. Et donc, vous pouvez voir les anciennes présentations avec des éléments très précis sur le paramétrage, sur les différents éléments constitutifs de la DSN. Donc, comme pour celui-là, Virginie se dit, putain, mais c'est fou, on lui dit juste, il n'y a pas le nuage et il nous fait 1 heure. Sur celui-là, vous avez effectivement les supports à télécharger et le compte-rendu, puisque Sophie, qui travaille aussi chez Net Entreprise, fait un travail énorme à la fin des webinaires pour concaténer toutes les questions, les remettre par grand chapitre et y apporter les réponses avec les liens. Donc, vous avez les supports avec les liens dedans, les résumés des questions-réponses avec les liens dedans. Donc, normalement, vous avez quand même accès à une masse d'informations spécifiques fonction publique qui devrait vous permettre de vous aider. Mais je suis assez rassurée, puisque c'est vrai qu'on a pu vous accompagner, comme j'ai pu vous le préciser, à travers 2 autres webinaires cette année. On avait toujours un message, c'était l'anticipation. Et je vois que certains d'entre vous ont pris les devants et on ne peut que s'en réjouir pour que ça se passe justement dans de bonnes conditions et ont déjà des rendez-vous programmés avec leurs éditeurs. Donc voilà, j'en suis ravie et c'est plutôt rassurant.
Est-ce que vous souhaitez rajouter, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Didier ou Antoine ou Sophie, il y a des points sur lesquels alors je vois qu'il y a encore des réponses d'apporter par écrit. Pas d'inquiétude, hein, vous aurez bien entendu accès aux questions et aux réponses qui ont été apportées par nos experts. Si je voulais juste pour Monsieur Greneche, qui nous dit je gère la paye d'un SMAEP avec seulement 2 indemnitaires qui sont rémunérés chaque trimestre, dois-je passer en mensuel? Alors, de toute façon, si vous êtes dans le cadre qui nécessite de passer à la DSN, oui, il faut faire une DSN chaque mois, puisqu'on a besoin de 12 DSN par année calendaire, 12 DSN consécutives, avec des éléments de paye qui vont être effectivement portés chaque trimestre. Mais si ce ne sont pas des éléments de salaire, mais des éléments indemnitaires, il est fort possible effectivement que ce soit des déclarations bilatérales avec la sphère fiscale qui permettent de répondre à ces demandes. S'ils sont, par contre, si ces régimes indemnitaires sont socialisés, c'est-à-dire si vous avez des cotisations sociales dessus, ça doit effectivement passer par une déclaration sociale nominative. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la DDFIP ou de votre centre de gestion pour savoir comment faire. Et puis, autre chose qui marche super bien aussi, on l'a découvert au fur et à mesure, je tenais à vous en remercier, puisque c'est apparu 2 fois là dans les questions. Certains d'entre vous répondent à leurs collègues en disant j'ai déjà rencontré la question qu'ils posent, tiens, moi j'ai fait comme ça. N'hésitez pas à partager avec des collectivités représentant des plans de paye ou des tailles identiques aux vôtres, voire même, l'idéal, c'est utilisant le même logiciel, parce que vous allez vous apercevoir que si on met les réponses que chacun a, c'est-à-dire des réponses partielles que chacun a ensemble, on s'aperçoit qu'on répond à toutes les demandes. Donc, merci de ne pas hésiter à échanger entre vous et donc un grand merci à ceux qui, dans cette présentation, encore aujourd'hui, ont apporté des éléments de réponse à des collègues avant même que nous, on ait eu le temps d'écrire. En effet. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clore cette présentation, ce webinaire. En tout cas, on vous remercie vivement encore pour votre participation. Voilà, et puis pour toutes les questions qui ont pu nous être posées et qui nous permettent aussi voilà, de faire vivre en tout cas cette présentation. On essaye de l'humaniser voilà, du mieux qu'on peut. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez toujours voilà, cette petite rubrique sondage. N'hésitez pas à pouvoir y répondre. Et puis, de toute façon, on aura probablement de nouveaux rendez-vous de programmer sur 2022. Dans cette attente, n'hésitez pas à nous solliciter, en effet, pour si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des interrogations. Vous avez sur le site Net Entreprise énormément d'informations sur lesquelles on vous invite voilà, à vérifier les éléments et à pouvoir bénéficier des réponses. Je remercie vivement également le JPMDS pour la programmation en tout cas de ces webinaires dans le cadre des rencontres extra. Je remercie mes collègues, la caisse primaire également de Maine-et-Loire d'être à mes côtés, nos collègues modérateurs donc de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'URSSAF qui ont pu voilà, répondre, je pense, à l'intégralité des questions posées. Alors, on va vous souhaiter une bonne... Oui, il y avait juste sur le webinaire, répond-il à vos attentes? Alors, on n'a pas beaucoup de votes sur la centaine de personnes. Tout le monde n'a pas répondu, mais c'est pas très grave. Par contre, il y en a 2 qui répondent que non, ça répond pas à vos attentes. Je vous invite à utiliser le formulaire de questions-réponses pour nous préciser ce qui a un peu raté, de façon, puisqu'on a les coordonnées, on peut reprendre contact avec vous pour essayer de voir comment vous aider mieux que ce qu'on fait là. Si effectivement on n'a pas répondu à une attente, on en est désolé, mais n'hésitez pas à utiliser. Je ne vais pas fermer le webinaire tout de suite pour vous laisser le temps, si vous le souhaitez, nous dire ce qui se passe et comment on aurait pu être meilleur, et puis surtout comment est-ce qu'on peut, dans les 3 mois qui restent, être un peu plus actif auprès de vous, proactif pour vous aider. Je suis désolé Virginie, mais recommence la fin. Parce que non, mais pas de souci. Voilà, en effet, l'objectif c'est toujours de s'améliorer, de répondre à vos attentes. Donc en effet, s'il y a des zones d'ombre dans la présentation, eh bien, il est important de les connaître et pour qu'on puisse, voilà, la prochaine fois faire encore mieux. Après, c'est vrai que parfois il y a des particularités en fonction des éditeurs et des logiciels. Donc, nous, on vous présente voilà
les grandes lignes, mais on n'est pas là en termes de paramétrage, donc peut-être que ce sont des interrogations à ce niveau-là. Et comme l'a rappelé Didier aussi, il y a un certain nombre de webinaires de proposés spécifiques à la fonction publique hospitalière ou des webinaires qui ont été proposés avec des éditeurs, donc n'hésitez pas à les consulter par ailleurs. Merci encore pour votre participation, une bonne continuation à tous dans cette mise en place et pour clôturer cet événement, je dirais bien anticiper, voilà, anticiper dans cette mise en place pour que tout se passe correctement au 1er janvier 2022. Merci et bonne continuation et bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée à tous, merci.